Bonjour. Bravo David, hein, tu parles bien. Euh, Ça me fait penser dans un pays lointain où un président de la République a parlé à son peuple, il venait d'être élu. Il a dit: nous étions au bord du gouffre, je suis arrivé, on va faire un grand pas en avant. Donc moi, tout a commencé autour de la table de mon père, qui s'appelait Jean-François Chauvel, qui était un grand reporter au Figaro. Ses amis, c'était Joseph Kessel, Pierre Chenorfer, Gilles Caron. Et ils racontaient les histoires de leurs aventures au Biafra et partout. Donc à un moment donné, j'ai dit: je voudrais le faire. Je voudrais faire la même chose que vous. Ils m'ont regardé en me disant: tu ferais mieux de finir tes études. Mais au rythme de mes études, j'aurais passé mon bac à 40 ans, donc c'était peut-être pas la peine de continuer. Je suis parti en douce en Israël en 67 pour couvrir le conflit. Mes photos étaient tellement mauvaises que la seule qui était réussie, c'est un soldat israélien qui m'a pris mon appareil photo et, et qui m'a pris en photo. Donc j'ai au moins la preuve que j'y étais, mais c'est tout. Donc ensuite, je suis rentré à François faire un stage. J'étais chez Carmen Tessier. Ça s'appelait Les Potins de la Commère. Et au deuxième reportage, j'ai cassé la gueule à Polanski. Donc Lazareff m'a dit: écoute, je t'ai demandé de couvrir l'événement, pas de le créer. Donc ce qui serait bien, c'est que tu partes ailleurs. Donc à ce moment-là, c'était l'année du TED, c'était le Vietnam, c'était 68. J'avais un peu appris à faire des photos. Je suis parti au Vietnam. Et là, j'ai eu de la chance, comme on dit, pas pour les Vietnamiens, mais pour moi. C'était l'offensive du TED, la fameuse offensive. Et donc j'ai commencé à faire des photos et à partir avec les Marines dans la jungle. Et tout ça était très joyeux. J'ai trouvé ça formidable d'être à plus de 300 km/h dans un hélicoptère, de sauter, de courir partout, etc. Jusqu'au jour où il y avait un prisonnier nord-vietnamien qui était sans doute un commandant, en tout cas un cadre. Et je suis passé devant lui avec mes appareils photo et j'ai trébuché. Et au moment où j'ai trébuché, j'ai gueulé merde. Donc il m'a dit: ah, vous êtes français. J'ai dit: je ne vous le cacherai pas plus longtemps. Mais je ne l'aimais pas beaucoup. Il était un des chefs communistes qui nous tirait dessus depuis 2 jours. Et j'étais plutôt pote avec les Américains à l'époque. Et il m'a dit: je voudrais vous raconter pourquoi je me bats. Et il m'a parlé dans un parfait français, les mains attachées dans le dos, assez inconfortable. Et à la fin de son discours, où il m'expliquait son combat et sa lutte pour libérer le Vietnam, j'étais moyennement convaincu, mais ça commençait à m'énerver parce qu'il avait des arguments. Et ça rendait mes copains américains un peu moins justes dans leur combat. Il m'a dit: je vais être exécuté si vous bougez, parce qu'ils ne pourront pas me trimballer. Donc j'ai dit: mais non, les Américains ne font pas ça, les Vietnamiens, les Sud-Vietnamiens non plus. Je suis allé voir le capitaine, j'ai dit: vous n'avez quand même pas le... Si. Et il m'a dit: bah, si on bouge, oui, on ne peut pas le trimballer, on ne peut pas le nourrir, après tout, il nous a tiré dessus. Et effectivement, ils l'ont flingué. Et j'ai ressenti une immense solitude, parce que je n'étais pas d'accord avec ce cadre sur la politique, enfin sur la manière de faire. Bon, mon oncle s'appelle Pierre Chenorfer, ça n'arrangeait pas les choses, il avait été fait prisonnier à Dien Bien Phu. Donc j'avais cette histoire qui... Mais du coup, j'arrivais plus à aimer les Américains de la même manière. J'étais au milieu. En fait, j'étais devenu journaliste. Un journaliste est seul, en fait. Parce qu'un journaliste, c'est l'art de l'effacement. Bon, c'est difficile à dire aujourd'hui, parce qu'on voit que des journalistes qui montrent leur gueule. Mais normalement, c'est ça. C'est l'art de l'effacement. Et parce qu'on est là pour raconter le message, on peut raconter ce que font les gens. Ils se confient à nous, ils ont confiance en nous. J'avais été voir le capitaine, je l'avais engueulé, il m'a dit: j'ai pas besoin de ta sensiblerie. J'ai besoin de ton talent pour raconter ce qui se passe, tel quel, que ce soit pour ou contre nous. Et j'ai besoin de ton talent et je veux que tu racontes aux gens. Donc en fait, on est entre les deux. Donc je vais passer quand même une ou deux photos parce que j'ai complètement oublié. Je ne sais pas comment ça marche. De l'autre côté, voilà. Alors ça, c'est mes premières photos au Vietnam. Donc c'est à l'époque où je trouvais ça plutôt amusant. donc je faisais plein de photos. Je patrouillais dans la jungle avec des gens. Là, c'était
une réalité qui apparaissait de plus en plus, c'est-à-dire des jeunes soldats et après des civils brûlés au napalm, etc. Donc ma solitude augmentait. J'ai fini par me faire blesser moi aussi et je suis rentré à Paris. J'avais travaillé à la fois au Vietnam et au Cambodge. Et j'ai pris un taxi. J'avais des plâtres, des pansements. J'étais un peu bronzé parce qu'il fait chaud. Et le chauffeur de taxi me regardait dans le rétroviseur. Je voyais qu'il se posait des questions et il me dit « Sport d'hiver ?» J'étais pas de bonne humeur du tout, donc je lui réponds pas. Et quand même, il réfléchit et au feu rouge, il me dit « Vous étiez où ?» Je lui dis « Phnom Penh ». Il fait « Ah, je connais pas cette station. » Donc j'ai vite compris qu'on en faisait un travail important et que c'était très utile. Mais en même temps, il fallait continuer parce que c'est les gens qu'on rencontre qui nous donnent envie de faire ce métier. Malheureusement, ça ne passe pas forcément la barre à Paris ou ailleurs. Mais je voulais quand même vous faire comprendre que c'est une passion, que c'est un métier, une façon de vivre et qu'on y croit. Or aujourd'hui, la presse est menacée par les réseaux sociaux. Et c'est très bien, les réseaux sociaux. Mais il faut quand même croire et écouter et regarder les journalistes professionnels qui vont sur le terrain parce qu'ils confirment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ils sont là pour... ils sont normalement indépendants et voilà. Et en même temps, quelquefois, on est très mal perçu, on est de moins en moins aimé. Il y a un photographe qui s'appelait Kevin Carter qui avait fait une photo d'un vautour qui regardait un petit enfant africain qui était en train de mourir. Et tout le monde l'a insulté en disant le vautour, c'est toi. C'est dégueulasse d'avoir fait cette photo. La vraie histoire derrière la photo, et c'est ça qu'il faut voir, une photo, ça ne se fait pas en une seconde, il a vu effectivement le vautour qui était plus loin et l'enfant en train de mourir parce qu'il avait été oublié à côté du camp. Et il s'est dit, j'ai une photo là qui peut être symbolique et changer les choses. Donc il a pris un téléobjectif pour rapprocher le vautour de l'enfant. Il a fait cette photo. Et évidemment, après, il a ramassé l'enfant, il l'a mis à l'intérieur de la tente, il l'a donné aux médecins, ils l'ont sauvé. Ils ont entretenu un rapport pendant quelques années. Mais le photographe a reçu tellement de lettres d'insultes qu'il s'est suicidé à la fin. Donc, je veux dire, il faut quand même penser qu'une photo qu'on voit comme, par exemple, celle-ci, que j'ai fait en Libye, voilà, c'est simple, c'est des types qui se cachent pendant un bombardement. Mais pour la faire, c'est pas aussi simple. Voilà ce qui s'est passé quand j'allais la faire. يا طارق واي يا طارق طارق هاي وخر واخر كرم يا طارق يا طارق حطوني يا وخر كرم خذ كرم سبيع عليك بيعيه خذ انت. Can I go with you? هذه فرصة فرصة من هذا فرصة دور
effectivement, une photo, c'est un 125e de seconde, mais il y a avant, il y a pendant et après. Et on est avec des gens, et moi, ce que j'essaye de raconter, c'est leur histoire. Et je suis un petit peu agacé par une certaine presse qui se met plutôt en avant, et on n'entend pas trop parler de l'histoire des Irakiens, des Syriens, des Palestiniens. Hein, ils font des plateaux, enfin bon, on ne va pas parler de ça trop longtemps, mais j'aimerais bien qu'on revienne à un temps plus long, bannir le mot scoop. J'entends tellement souvent des gens dire j'étais le premier à Mossoul, mais on s'en fout. Je ne comprends pas. C'est pas une course. À la limite, c'est le dernier qui est le meilleur. On est là pour raconter l'histoire de gens qui se confient à nous, que ce soit en radio, en télévision ou en photo. Il faut passer le temps, trouver la bonne distance, les respecter et les écouter. Hein, parce que les gens me disent mais t'étais avec eux, mais c'est pas eux, c'est nous. Ce sont les mêmes gens que nous. Et donc j'arrivais pas à trouver le moyen. J'avais l'impression que mes photos servaient à rien. Et c'est un peu la question qu'on se pose tout le temps. À quoi bon faire toutes ces photos de violence? Et un jour j'étais à Paris. Les gens parlaient de plein de choses sauf des conflits. J'avais envie de dire c'est formidable de vivre dans la paix, mais il faut quand même écouter ce qui se passe. Parce que si on ne connaît pas la guerre, on ne pourra jamais l'arrêter. On ne peut pas arrêter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc j'ai eu cette idée saugrenue de monter des images et de foutre la guerre à Paris pour faire une expo, pour montrer aux gens à quoi ça pouvait ressembler. Donc ça donne ça. On m'a un peu engueulé quand même, que c'était anxiogène. Oui, sans doute. C'est vrai que c'est dommage. Et il est couché sur les droits de l'homme, monsieur l'avocat. Le mort, là. C'est inscrit en dessous. Et donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, s'ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'étranger, ils réagissaient en voyant mes photos comme celle-là, en me disant mais c'est terrible, c'est pas vrai. Je leur dis, bah, t'as pas écouté la radio ce matin? Ils disaient, non, mais arrête de déconner. Et à côté, il y avait la vraie photo des Tchétchènes morts sur la place Minoutka, à Grozny. Ah, ils me disaient, ah, c'est à Grozny. Et pourquoi ce serait bien à Grozny? Je ne comprends pas. Eux aussi, ils ont une place qu'ils aiment. Et... Donc voilà, donc j'ai essayé de transporter le sujet à Paris pour faire comprendre que c'était bien de s'amuser, mais qu'il fallait aussi écouter les journalistes qui font leur travail. Enfin, donc le reportage que j'ai fait récemment, c'était à Mossoul, donc ça et j'y retourne. C'est un reportage en cours. Et c'est pareil, les types me demandent est-ce que les Français s'intéressent à nous? Est-ce que vous allez faire quelque chose pour nous? Ce sont des jeunes gens, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ont d'ailleurs les mêmes coiffures que dans certains endroits, à Paris. Mais c'est bizarre parce que l'information, elle circule dans l'autre sens aussi. Une fois, j'ai un Palestinien qui lisait l'Orient le jour, à Beyrouth, en pleine guerre. Il était couvert de poussière avec des cartouchières. Et il y avait le massacre du Hetzel, où il y a la tribune qui était tombée sur des spectateurs d'un match de foot et qui avait tué 40 personnes. Et il a baissé le journal, il m'a dit, mais vous êtes des sauvages. Et vous avez pas d'armes? Il me dit 40 morts sans armes. Mais il faut venir nous aider. Donc ça, c'est à Mossoul, c'est la division dorée, qui sont à la tête de l'offensive. Donc je voulais juste vous montrer un dernier reportage. Ça, ils se battent maison par maison. C'est compliqué, Mossoul, parce que vous avez affaire à des gens qui n'ont pas envie de survivre. Vous avez entre 2000 et 3000, enfin c'est un peu comme les manifs, il y a le chiffre de la police et le chiffre des manifestants. Il y a entre 2000 et 3000 kamikazes, en fait, qui tiennent en otage 400 000 civils. Donc c'est la première fois que je suis face à des gens qui n'ont pas envie de survivre et qui se battent jusqu'au bout. Voilà. Et là, on s'est pris une voiture kamikaze qui a foncé sur notre convoi. Petit détail en passant, le photographe qui tourne le dos à la photo, c'est mon fils qui apprend le métier. Je lui ai dit c'est dans l'autre sens. Hein, Mais ça rentre, ça rentre. Alors ça, c'est l'hôpital, qui est à 1 km du front. J'ai demandé au capitaine qui était en train de noter quelque chose sur le sac qui contenait un soldat. Est-ce que tu mets son nom? Il m'a dit non, je ne connais pas son nom parce qu'il est très abîmé.
je mets un héros irakien. Ce sont des gens qui croient à ce qu'ils font. Donc moi, j'essaye de transmettre ça à des gens dans le monde entier pour leur faire comprendre que si on voit tous ces réfugiés arriver, pour moi, ça me fait penser aux réfugiés de 1940. C'est pas eux, c'est nous. C'est la même chose. Donc il faut faire attention, quoi. Il faut les écouter. Voilà, ça c'est un médecin américain qui à un moment donné a soigné cet enfant qui a pris une balle dans la tête, il a 11 mois. Et à un moment donné, je lui ai fait remarquer que l'enfant était au soleil. Il m'a dit, tu t'en occupes. Donc j'ai posé les appareils photo. Et pour me venger de la mission qu'il m'avait confiée, j'ai piqué sa couverture toute neuve et j'ai posé l'enfant dessus. L'enfant s'en est sorti. La balle a ricoché sur le front, en fait, n'a pas touché la boîte crânienne. J'ai évidemment suivi l'enfant à l'hôpital pour voir comment ça se passait. Et en fait, là, j'étais plus photographe. J'étais en train de parler à cet enfant et essayer de le calmer. En fait, il me faisait penser à mon dernier fils qui a des cauchemars quelquefois. Et donc, il pleure et j'essaie de le calmer. Sauf que là, le problème, le cauchemar à Mossoul, c'est quand on est réveillé. Et donc, quand le soldat a repris l'enfant pour l'amener à l'hôpital parce que l'ambulance était arrivée, je me suis levé et j'ai décidé de faire cette photo parce que je pensais que, comme Kevin Carter, c'était plus important de faire la photo à un moment donné quand je pouvais, quand on n'avait plus besoin que j'intervienne, parce qu'elle symbolisait ce que ces gens sont en train de souffrir. Et en passant, j'avais l'impression qu'il venait de naître. Il ressemble à un enfant. Enfin, c'est la guerre qui a accouché de lui, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette photo. Et plus loin, alors ça, c'est les appareils photos de mon fils. Il a eu beau se retourner, un morceau de la bombe lui a bousillé ses appareils photos. Mais ce qui est terrible, c'est que ces gens, ils nous appellent, ils nous disent merci d'être là. Vous êtes venus de votre confort. Enfin, ils ne connaissent pas mon appart, hein, mais vous êtes venus de votre confort en France pour raconter notre histoire. Et vraiment, pour conclure, j'essaye de vous dire que c'est une passion et qu'on y croit. Alors, je sais qu'on n'aime plus tellement la presse aujourd'hui, mais il y a quand même une bande de photographes, de caméramans, de journalistes écrits et de journalistes de radio qui parcourent ces endroits et qui y croient. Et à un moment donné, il y a un homme qui est venu me voir et qui m'a dit « Mon fils est gravement blessé, il voudrait vous parler ». Donc il y avait un petit garçon de 8 ans et qui m'a pointé du doigt et qui m'a parlé comme ça en arabe. J'ai fait traduire après. Et il m'a dit « Je te préviens, si tu ne racontes pas notre histoire, moi je vais tout dire à Dieu de ce que vous nous avez fait ». Donc voilà, je préfère la raconter en fait.